Partie 8 de l'art de vivre. Mouvement et charge physique. Le mouvement est la première expression de la vie. Avant même de penser, l'être humain agit. Le battement du cœur, le rythme de la respiration, la contraction des muscles, tout en nous témoigne de cette dynamique interne qui ne cesse jamais. Dès la naissance, le corps cherche à se mouvoir, il s'étire, saisit, rampe, se redresse. L'existence commence par un geste, et ce geste reste, tout au long de la vie, la manière la plus concrète d'être présent au monde. Longtemps, on a réduit le mouvement à une simple fonction musculaire, un moyen d'aller d'un point à un autre, de soulever, de courir, de produire un effort. Mais la physiologie moderne montre que ce mouvement est bien plus qu'un acte mécanique, c'est une condition biologique de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle. Le cerveau humain s'est formé pour gérer l'action, son organisation même, des aires motrices au circuit de la récompense, reflète cette vocation première, orienter le corps dans l'espace pour atteindre un but. La pensée n'est pas détachée de l'action, elle en est le prolongement. Marcher, porter, grimper, coordonner, s'adapter, chacune de ces actions a façonné notre organisme au fil de millions d'années d'évolution. Les muscles ne servent pas uniquement à produire un effort, ils participent à la régulation de la glycémie, de la température corporelle, des hormones et même de l'immunité. Lorsqu'ils se contractent, ils libèrent des substances appelées myokines, véritables messagers chimiques qui influencent le fonctionnement du foie, du cœur et du cerveau. Ces molécules anti-inflammatoires et neuroprotectrices contribuent à la sensation de vitalité après l'effort, un apaisement clair, une énergie stable, une lucidité accrue. À l'inverse, l'immobilité prolongée, assise, travail sédentaire, temps d'écran, dérègle ce système d'autorégulation. Les muscles inactifs cessent d'envoyer leurs signaux au reste du corps, la circulation ralentit, le métabolisme s'endort, la tension artérielle augmente. Le cerveau reçoit moins d'oxygène et moins de glucose, ce qui réduit la vigilance et altère la capacité de concentration. Peu à peu, la vitalité s'émousse et l'humeur se ternit. Ce n'est pas seulement une question de forme physique, c'est une modification profonde de l'équilibre interne. Le corps humain s'est construit dans le mouvement, la marche nomade, la chasse, la cueillette, les tâches manuelles quotidiennes ont programmé notre biologie pour une activité constante et variée. Le mode de vie contemporain, fondé sur la sédentarité, rompt ce lien ancestral. Nous vivons dans un paradoxe, jamais l'humanité n'a eu autant de moyens mécaniques pour se déplacer, et jamais elle n'a autant été immobile. L'immobilité prolongée devient un stress silencieux, car elle contredit la logique même du vivant, tout organisme en santé est un organisme en circulation. Quand le corps se met à bouger, tout se réorganise instantanément. Le cœur accélère pour envoyer plus de sang vers les muscles, la respiration s'approfondit, les vaisseaux se dilatent pour mieux irriguer les organes. Ce flux de mouvement déclenche une cascade de réactions chimiques bénéfiques, production d'endorphines, molécules du plaisir, d'adrénaline, stimulation de l'attention et de neurotrophines, ces protéines qui favorisent la croissance et la réparation des neurones. Le cerveau, mieux oxygéné, retrouve une clarté qu'aucune stimulation artificielle ne peut reproduire. C'est pour cela qu'après une simple marche, les idées semblent plus ordonnées, les émotions plus stables, les décisions plus justes. Des chercheurs ont observé que la pratique régulière d'une activité physique légère, même 30 minutes de marche par jour, augmente la production du BDNF, une neurotrophine essentielle à la plasticité cérébrale. Cette molécule agit comme un engrais pour les neurones, elle renforce leur connexion, favorise l'apprentissage et protège le cerveau du vieillissement prématuré. Ainsi, le mouvement ne se contente pas d'entretenir la forme, il entretient la pensée. Un esprit clair repose sur un corps actif, non parce que la force physique rend intelligent, mais parce que la vie circulante soutient la lucidité. Dans les périodes d'effort, l'organisme libère de l'adrénaline et du cortisol, c'est une mise en tension contrôlée, un système d'alerte qui prépare à l'action. Mais dès que l'effort cesse, d'autres messagers prennent le relais, les endorphines, la sérotonine, la dopamine.
Ce passage d'un mode à l'autre, de la tension à la détente, est essentiel à la santé mentale. Il apprend au système nerveux à s'adapter, il maintient la souplesse émotionnelle. Celui qui bouge régulièrement apprend à moduler naturellement ses états internes, à passer sans heurts de l'activité au repos, de la concentration à la relaxation. Ce va-et-vient biologique se reflète jusque dans le sommeil. L'activité physique régulière favorise la sécrétion de mélatonine, hormone du cycle veille-sommeil, et régule le rythme circadien. Le corps qui s'est dépensé trouve plus facilement le repos. Inversement, l'inactivité chronique crée un excès d'énergie non dépensée, la tension interne se transforme en agitation mentale. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de troubles du sommeil moderne trouvent leur origine dans un mode de vie trop statique. Le mouvement n'épuise pas, il apaise. Il ne s'agit pas de sport intensif, encore moins de performance. Quelques minutes suffisent pour réactiver le cycle de la vitalité. Une marche soutenue, un trajet à vélo, un moment de jardinage ou même le simple fait de se lever régulièrement de sa chaise ont des effets mesurables sur le métabolisme. L'essentiel n'est pas la dépense calorique, mais la fréquence, le corps préfère la régularité à l'excès. Il s'agit d'entretenir un dialogue constant entre les muscles et le cerveau, entre la respiration et la pensée. Chaque mouvement, si modeste soit-il, envoie au système nerveux le message que la vie circule. L'art du mouvement, c'est donc moins la recherche de performance que la culture de la continuité. Celui qui s'obstine à vouloir se dépasser finit souvent par s'épuiser, celui qui apprend à bouger chaque jour, avec respect et constance, construit une force durable. Le corps n'a pas besoin de prouesse, il a besoin de fidélité. Un organisme stimulé avec douceur réagit mieux qu'un organisme soumis à des pics d'effort. C'est la répétition tranquille, la régularité consciente, qui bâtit la véritable solidité. Le mouvement agit aussi sur la cognition. Chaque geste coordonné, marcher, danser, nager, manipuler un outil, sollicite à la fois les aires motrices, sensorielles et frontales du cerveau. Cette coopération permanente renforce les circuits de la concentration et de la prise de décision. C'est pourquoi certaines formes d'activité physique améliorent les capacités d'attention ou de mémoire. La danse, par exemple, combine rythme, équilibre, coordination et écoute, elle réunit le corps et l'esprit dans une même dynamique. De même, les arts martiaux, le yoga ou le tai chi traduisent cette idée ancienne, bouger avec conscience, c'est penser avec le corps. On a parfois oublié que la marche fut, pour les philosophes, une manière de penser. Aristote enseignait en se promenant, Rousseau écrivait qu'il ne pouvait méditer qu'en marchant. Aujourd'hui encore, beaucoup constatent qu'une réflexion se dénoue plus facilement lorsqu'on marche. Le mouvement du pas semble rythmer celui de la pensée. La respiration se synchronise, les tensions s'apaisent, les associations d'idées se fluidifient. Le corps en marche remet la pensée dans son tempo naturel. Cette dimension cognitive du mouvement explique pourquoi la sédentarité n'affecte pas seulement la santé physique, mais aussi la clarté mentale. L'immobilité réduit la diversité des signaux sensoriels que reçoit le cerveau, elle appauvrit la perception du monde. Or, la pensée naît de l'expérience, moins le corps bouge, moins l'esprit dispose de matière vivante pour réfléchir. La lenteur du corps devient alors celle de la conscience. C'est une forme d'endormissement progressif, la vie s'installe, mais ne circule plus. Se remettre en mouvement, même légèrement, c'est rétablir cette circulation. Un étirement après plusieurs heures assises, une respiration profonde, quelques pas dehors suffisent souvent à transformer la sensation du moment. Ce n'est pas un effort héroïque, mais une réconciliation, le retour du corps dans la boucle du vivant. Le mouvement ne demande pas une volonté forcée, il demande de la présence. Chaque geste conscient, chaque respiration ample est une manière de dire « je suis encore en vie ». C'est cette conscience du corps en action qui nourrit la santé globale. L'eau qui stagne se trouble, le corps immobile s'éteint lentement. Mais dès qu'il recommence à bouger, le sang, l'oxygène, la chaleur se remettent à circuler.
Le cerveau reçoit ces signaux vitaux, les hormones retrouvent leur équilibre, l'humeur s'éclaircit. Le mouvement n'est pas un luxe ni une distraction, c'est un besoin fondamental, inscrit dans chaque cellule. Et ce besoin ne se mesure pas en kilomètres parcourus, mais en continuité de vie. Bouger est une forme de dialogue avec soi-même. Chaque effort, chaque geste répété, chaque tension relâchée parle au corps dans son propre langage. Ce langage est ancien, il ne passe pas par les mots, mais par la sensation. Il dit quand le corps a besoin de repos, quand il réclame de l'air, quand il a besoin d'espace. Le mouvement, lorsqu'il est écouté plutôt qu'imposé, devient un outil de connaissance intérieure. La biologie montre que l'effort modéré agit comme un régulateur global. Lorsqu'on stimule les muscles sans les surcharger, le corps enclenche une cascade d'adaptations positives, meilleure utilisation de l'oxygène, augmentation du débit cardiaque, densification des capillaires, régulation du sucre sanguin et stimulation immunitaire. L'organisme se réorganise autour de la fluidité, il apprend à faire plus avec moins, à dépenser juste ce qu'il faut pour maintenir son équilibre. Cette régulation, qui semble purement physique, a des répercussions psychiques, la respiration devient régulière, le mental plus clair, la perception du temps plus stable. Inversement, l'excès d'effort perturbe cette harmonie. L'exercice violent, répété sans récupération suffisante, provoque une surproduction de cortisol et d'adrénaline. Le système nerveux reste en alerte, incapable de revenir à l'apaisement. Cette tension constante entraîne une fatigue profonde, celle que l'on confond parfois avec la force de caractère, mais qui n'est en réalité qu'un épuisement déguisé. Le corps finit par se défendre, douleur, blessure, trouble du sommeil, baisse d'immunité. Le signal est clair, il ne s'agit plus d'un entraînement, mais d'une agression. La sagesse de l'effort consiste à chercher le seuil d'équilibre, ce point où le mouvement stimule sans briser. C'est là que le corps apprend, qu'il se renforce sans s'user. Les traditions anciennes connaissaient cette nuance, les arts martiaux, le qigong, le yoga ou la marche méditative enseignent l'effort dans la mesure. L'idée n'est pas de vaincre le corps, mais de l'écouter. Bouger devient alors une discipline de conscience. Chaque geste juste, qu'il s'agisse d'un pas, d'une flexion ou d'un port de charge, repose sur 3 dimensions, l'ancrage, la respiration et la coordination. L'ancrage stabilise, il donne la sensation d'être relié au sol. La respiration rythme, elle fournit l'énergie et régule la tension. La coordination relie, elle harmonise les membres, le tronc et la tête dans une même intention. Ces 3 éléments réunis transforment le mouvement en expérience complète. Un corps ancré respire mieux, un souffle régulier guide la force, et la coordination empêche la dispersion. Cet équilibre explique pourquoi le mouvement bien mené apaise la pensée. L'attention se concentre sur le rythme, la posture, la sensation. Peu à peu, le flux mental s'ordonne, les pensées se raréfient. Ce n'est pas la fatigue qui calme l'esprit, mais la précision du geste. Quand le mouvement devient fluide, le mental se met à son diapason. On retrouve cet état particulier dans les pratiques dites de flux, l'athlète, le musicien ou l'artisan y connaissent la même absorption. Le corps agit presque seul, mais la conscience demeure présente. C'est un équilibre rare, la vigilance sans tension, l'effort sans résistance. Sur le plan neurologique, cet état correspond à une coopération entre le cerveau moteur, qui exécute, et le cortex préfrontal, qui observe. Les zones liées à la peur ou à l'autocritique se mettent au repos, laissant place à une concentration paisible. L'effort devient méditation. C'est ce qu'on ressent souvent après une marche prolongée ou une activité répétitive, le corps se fatigue, mais l'esprit s'éclaircit. L'action physique devient une forme de repos mental. Cette relation entre effort et clarté explique le rôle fondamental du rythme. Tout organisme vivant obéit à des cycles, contraction, détente, veille, sommeil, inspiration, expiration. Le mouvement humain, pour être équilibré, doit respecter ces alternances.
L'activité physique n'a de sens que si elle inclut des temps de récupération, comme la respiration comprend des pauses entre deux souffles. Cette régularité rythme la vie intérieure. Le danger du monde moderne n'est pas tant l'immobilité que la rupture du rythme, on reste longtemps inactif, puis on exige soudain une performance. Le corps, surpris, encaisse le choc. Restaurer le rythme, c'est réapprendre la continuité, se lever régulièrement, s'étirer, marcher un peu chaque jour, entretenir la souplesse des articulations. Ce sont des gestes simples, mais cumulatifs. Leur répétition crée une mémoire corporelle. Les muscles, les tendons, les organes s'ajustent, la coordination s'améliore, la posture se redresse. Le corps retrouve la confiance de celui qui sait qu'il peut compter sur lui. Cette confiance physique, souvent oubliée, se reflète directement sur la psychologie. La personne qui sent son corps solide se sent aussi plus stable intérieurement. Le rapport à la charge physique, qu'elle soit légère ou intense, est aussi un rapport à la gravité. Chaque geste, consciemment ou non, dialogue avec la pesanteur, on pousse, on tire, on soulève, on résiste. Ce dialogue nous relie au monde matériel, il nous rappelle que vivre, c'est agir dans la matière. L'exercice physique, par essence, nous ramène à cette réalité simple, exister, c'est peser. Et apprendre à porter, c'est apprendre à exister avec justesse. Cette symbolique du port de charge traverse toutes les cultures. Dans les traditions spirituelles comme dans la vie quotidienne, porter évoque la responsabilité, le courage, la persévérance. Mais avant d'être morale, cette notion est physiologique, le squelette et les muscles sont faits pour supporter un poids, absorber les chocs, transmettre la force. Lorsque cette fonction n'est plus sollicitée, elle s'atrophie. Les os se déminéralisent, les muscles s'affaiblissent, la posture s'effondre. Le corps, privé de son dialogue avec la gravité, perd sa structure intérieure. Les études récentes montrent qu'une activité de résistance douce, musculation légère, port de charge naturelle, marche en terrain varié stimule la production d'ostéocalcine, une hormone osseuse impliquée dans la régulation du métabolisme et de l'énergie. Autrement dit, le simple fait de porter un poids ou de résister à une force réveille des circuits hormonaux profonds. L'effort physique, même modéré, nourrit la vitalité par un mécanisme très concret, il maintient la densité osseuse, soutient le système endocrinien et équilibre la glycémie. Bouger n'est donc pas seulement entretenir ses muscles, c'est maintenir la cohérence de tout l'organisme. Sur le plan émotionnel, le rapport à la charge physique reflète le rapport à la contrainte. Accepter de porter, c'est accepter la résistance du réel. Chaque effort maîtrisé devient une petite victoire contre l'inertie intérieure. Celui qui fuit toute forme de contrainte finit souvent par s'épuiser mentalement, il lutte en permanence contre la vie au lieu de s'y adapter. Celui qui pratique un effort mesuré apprend, au contraire, que la contrainte peut être constructive, elle donne forme, comme la gravité donne structure à la matière. Cet apprentissage de la mesure rend l'effort durable. L'endurance n'est pas une affaire de performance, mais de relation équilibrée à la fatigue. La fatigue saine, celle qui suit une activité juste, n'épuise pas, elle restaure. Elle signale au corps que la mission est accomplie, que l'énergie a circulé. La fatigue pathologique, elle, naît du désaccord, soit l'effort est trop grand, soit la récupération insuffisante. Apprendre à reconnaître cette différence est une compétence essentielle, une forme d'intelligence corporelle. Cette intelligence, ou proprioception, désigne la capacité à sentir son propre corps dans l'espace, la tension d'un muscle, l'équilibre d'une articulation, le mouvement du souffle. Plus elle est fine, plus le corps agit avec économie. Les enfants la possèdent naturellement, les adultes la perdent souvent par manque d'attention. Mais elle se rééduque, chaque activité physique consciente la renforce. Lorsque le corps retrouve cette sensibilité, il devient son propre guide. Il ajuste spontanément la posture, la vitesse, la force. Cette autonomie sensorielle libère l'esprit, plus besoin de contrôle excessif, le corps sait. Le mouvement devient alors une forme de confiance.
Cette confiance n'est pas aveugle, elle s'appuie sur la répétition de l'expérience. Chaque fois qu'on se remet en mouvement après un moment de fatigue ou de doute, le corps confirme, il est encore capable. Et cette certitude physique, si simple, résonne profondément. Elle rappelle que la vitalité ne vient pas seulement de ce que l'on pense, mais de ce que l'on fait. Bouger, c'est se prouver silencieusement qu'on existe encore dans le monde. C'est aussi retrouver un rapport juste au temps. Le mouvement inscrit la vie dans une chronologie perceptible, chaque pas, chaque respiration, chaque battement marque une mesure. Quand on reste immobile, le temps se dilate, il perd sa densité. Le corps en mouvement redonne au temps sa texture. C'est pourquoi une activité physique régulière rétablit souvent la motivation, elle remet le temps en ordre, comme si la succession des gestes redessinait le fil des jours. Le mouvement rend le temps concret. Enfin, il existe une dimension collective du mouvement. L'être humain n'a jamais bougé seul, il a marché en groupe, dansé, travaillé, joué. Ces gestes partagés créent un lien organique entre les individus. Le mouvement collectif synchronise les rythmes, harmonise les émotions. Les recherches en neurophysiologie montrent que lorsque plusieurs personnes marchent, dansent ou respirent ensemble, leurs fréquences cardiaques tendent à se synchroniser. Cette cohérence physiologique renforce la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance. C'est pourquoi les activités physiques partagées, sport, danse, randonnée, apaisent la solitude et restaurent la confiance dans le lien humain. Le mouvement, qu'il soit individuel ou collectif, agit donc comme un régulateur universel, il harmonise le rapport au corps, au temps et aux autres. L'équilibre qu'il entretient n'est pas une performance visible, mais un ordre intérieur discret. C'est la preuve que la vitalité n'est pas une question de vitesse, mais de justesse. Lorsque l'on observe la nature, tout y est mouvement. Les saisons alternent, les marées montent et redescendent, la lumière varie, les organismes se déplacent, se régénèrent, se transforment. Le vivant ne connaît pas l'immobilité absolue, même dans le repos, il bouge encore, imperceptiblement. Les cellules se renouvellent, les fluides circulent, le cœur bat sans relâche. La vie, dans sa définition la plus simple, est un flux organisé. Et lorsque ce flux se bloque, le désordre s'installe. Chez l'être humain, le mouvement ne se limite donc pas à l'activité physique volontaire, il inclut l'ensemble des circulations internes, sanguines, respiratoires, lymphatiques, nerveuses, énergétiques. Bouger, c'est entretenir cette mécanique subtile. Le corps est une architecture vivante de forces opposées et complémentaires, tension et détente, effort et repos, contraction et relâchement. L'équilibre de ces forces définit la santé. Quand l'une domine, l'autre se dégrade. Le sédentarisme contemporain perturbe cet équilibre à tous les niveaux. L'immobilité prolongée altère la circulation veineuse, ralentit la digestion, fragilise la colonne vertébrale et modifie la posture. Mais surtout, elle affecte la perception du corps. Le schéma corporel, cette carte interne que le cerveau entretient de notre propre corps, s'efface peu à peu. On se désincarne sans s'en rendre compte, les gestes deviennent mécaniques, la respiration superficielle, la conscience dispersée. Ce n'est pas seulement le corps qui se fige, c'est aussi l'esprit qui perd son ancrage sensoriel. Remettre le corps en mouvement, c'est donc réactiver la conscience incarnée. Chaque étirement, chaque marche, chaque respiration profonde reconstruit cette carte intérieure. Le cerveau retrouve la sensation de son propre corps, la présence revient, la pensée s'apaise. Ce phénomène est aujourd'hui mesurable grâce à l'imagerie cérébrale, le mouvement régulier renforce les connexions entre les zones motrices, sensorielles et émotionnelles, favorisant une meilleure régulation de soi. Autrement dit, bouger rend plus conscient, et cette conscience nourrit la stabilité psychique. La philosophie du mouvement repose sur cette idée simple, la vitalité ne se reçoit pas, elle se cultive. Le corps ne se recharge pas passivement, il s'équilibre en agissant. Cette action n'a pas besoin d'être intense, elle doit être régulière, cohérente, adaptée. Une simple routine quotidienne, même courte, produit des effets durables.
Quelques respirations profondes au réveil, une marche après le repas, un moment d'étirement avant le coucher, ces gestes, répétés chaque jour, maintiennent la cohérence du système. Ce n'est pas la force brute qui soutient la santé, mais la constance du mouvement. La constance est aussi ce qui transforme le mouvement en discipline de vie. Non une contrainte, mais une forme d'attention portée à la manière dont on habite son corps. Bouger avec régularité, c'est entretenir le respect de soi. Chaque effort, chaque respiration devient un rappel, je prends soin de ce corps qui me permet de vivre, de penser, d'aimer, de créer. Ce respect silencieux, inscrit dans la chair, devient une base solide pour l'équilibre émotionnel. Car un corps respecté ne réclame pas, il coopère. La qualité du mouvement importe autant que sa fréquence. Les activités lentes et conscientes, marche, natation, yoga, tai chi, étirement, jardinage, développent une endurance douce qui nourrit la longévité. Elles stimulent le système parasympathique, celui du repos et de la récupération, tout en maintenant la vitalité musculaire. Ces pratiques ont en commun de relier le souffle, le geste et la concentration. Elles cultivent un état de fluidité, où le corps ne lutte plus contre lui-même mais s'accorde avec le rythme de la vie. À l'opposé, les pratiques violentes ou compétitives activent le système de stress, elles peuvent être stimulantes à court terme, mais, répétées sans écoute, elles épuisent les réserves. L'art du mouvement consiste donc à trouver la juste intensité, celle qui réveille sans briser, qui réchauffe sans brûler. Cette nuance distingue la vitalité durable de l'excitation passagère. Elle enseigne à mesurer son énergie, à la distribuer selon les besoins réels du corps plutôt que selon les exigences extérieures. Cette régulation de l'énergie s'exprime dans le rythme de la respiration. Chaque inspiration mobilise le diaphragme, active la circulation, dynamise le système nerveux, chaque expiration relâche, apaise, nettoie. Le mouvement du souffle guide le mouvement du corps. Lorsque l'on respire consciemment, on rétablit le lien entre l'action et la détente. C'est pourquoi tant de pratiques physiques anciennes commencent par le souffle, il est le pont entre la biologie et la conscience. Dans une perspective plus large, le mouvement peut être vu comme une forme de pensée incarnée. Chaque geste contient une intention, une mémoire, un symbole. Le corps traduit ce que l'esprit conçoit, parfois même avant qu'il en ait conscience. Un dos voûté révèle la fatigue morale, une marche fluide exprime la confiance, un souffle court trahit la peur. Ces correspondances ne sont pas métaphoriques, elles sont physiologiques. Le système nerveux, les muscles et les émotions appartiennent à une même boucle. Travailler sur le corps revient donc à agir sur la pensée, et inversement. Cette unité explique pourquoi l'activité physique régulière réduit les symptômes d'anxiété ou de dépression. Le mouvement libère les tensions accumulées dans le système nerveux sympathique, celui de l'alerte, et réactive les circuits de la récompense. Chaque effort accompli, même minime, envoie au cerveau un signal de maîtrise, je peux agir sur mon état. Ce sentiment d'efficacité, que la psychologie nomme auto-efficacité, est l'un des meilleurs antidotes à la passivité et à la résignation. Bouger, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Mais cette action ne prend tout son sens que lorsqu'elle s'accompagne d'un respect du repos. L'effort et la récupération ne sont pas des opposés, ils forment les deux pôles d'un même cycle. Le mouvement prépare le repos, et le repos restaure le mouvement. Un corps qui ne bouge jamais s'encrasse, mais un corps qui ne se repose jamais se détruit. Le véritable équilibre réside dans la circulation fluide entre ces deux états. C'est pourquoi les athlètes comme les méditants, les artisans comme les penseurs, accordent la même importance à l'activité qu'à la récupération. Sur le plan physiologique, le repos ne signifie pas l'inertie, mais la régénération. Pendant le sommeil ou la détente consciente, les tissus se réparent, les hormones se rééquilibrent, les connexions neuronales se consolident. Sans ces phases de récupération, le mouvement perd sa vertu, il devient destructeur. L'énergie vitale n'est pas une ressource infinie, elle se recharge à travers les cycles. L'art de bouger consiste donc à connaître ces cycles, à écouter les signaux du corps, à alterner entre l'élan et le relâchement.
Ainsi, la charge physique, qu'elle soit celle du travail, du sport ou du quotidien, ne doit pas être subie, mais orchestrée. Le corps fonctionne comme une symphonie, chaque tension doit être suivie d'un relâchement, chaque effort d'un apaisement. C'est cette respiration globale qui entretient la santé. Bouger sans se reposer, c'est comme inspirer sans jamais expirer, on finit par s'asphyxier. Mais se reposer sans bouger, c'est comme retenir sa respiration, on s'étouffe lentement. Entre les deux se trouve la voie du vivant, le mouvement mesuré, alterné, conscient. Le corps humain est donc un système d'équilibre dynamique. Sa stabilité ne réside pas dans l'immobilité, mais dans la capacité à s'ajuster sans cesse. Chaque journée offre des occasions d'entretenir cet ajustement, se lever, marcher, respirer, soulever, s'étirer, puis se détendre. Ces gestes, lorsqu'ils deviennent une habitude, remplacent avantageusement toutes les théories sur la santé. Ils maintiennent la continuité entre le corps et l'esprit, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le mouvement est une école de lucidité. Il apprend la mesure, la patience, l'écoute. Il enseigne que la force véritable n'est pas dans la résistance mais dans la souplesse, que l'énergie ne se conserve pas en la stockant, mais en la faisant circuler. Chaque geste conscient devient une manière de remercier la vie pour ce qu'elle permet encore, respirer, se mouvoir, sentir, exister. Quand le corps retrouve ce rythme, le mental s'apaise. Et dans cette paix physique renaît une forme de clarté morale, celle de comprendre que la santé n'est pas un idéal figé, mais une relation à entretenir. Le mouvement est cette relation vivante, ce fil invisible qui relie l'élan de la matière à la conscience de soi. C'est par lui que la vie se maintient, se régule et se renouvelle. Mais pour que ce flux demeure harmonieux, il faut savoir l'interrompre au bon moment. Car le repos n'est pas l'opposé du mouvement, il en est le prolongement naturel. Il permet à l'énergie dépensée de redevenir disponibilité. Après l'effort vient l'intégration, le temps où le corps assimile, où l'esprit récupère, où la vie se réorganise. Dans la partie 8, le repos actif et la récupération, nous verrons comment comprendre que l'immobilité consciente prolonge le mouvement, régénère la force et restaure la clarté intérieure.